Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Procès de 8 militaires poursuivis pour atteinte au droit du sujet. Allemand Honorine Porsche, une autre audience est prévue ce mercredi en chambre foraine à la 14e région militaire. Ces hommes en uniforme sont poursuivis pour atteinte à la pudeur, violation des consignes, abstention coupable, viol et outrage aux bonnes mœurs. Top Congo FM. Théophile Bemba interpellé à son tour au pays après sa participation au conclave de Sauvons la RDC à Nairobi au Kenya. Il a été relâché après 2 heures de détention. L'information est confirmée par Claudel Lubaya. Théophile Bemba s'est vu confisquer son passeport par le service de sécurité. Top Congo FM. 2 anciens membres du gouvernement ont réintégré l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Industrie, Aimé Bourgi Sangara, et de l'ancien vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudro Moussiri. Le premier qui a démissionné lundi est pressenti candidat président de l'Assemblée nationale. Top Congo FM. La ville de Kinshasa s'apprête à évacuer tous les corps abandonnés dans des structures de santé pour un enterrement digne. Les assurances sont du ministre provincial de la Santé et porte-parole du gouvernement Daniel Bumba. La réaction qui fait bien sûr suite à l'alerte lancée par les cliniques universitaires de Kinshasa suite à l'abandon de près de 80 corps abandonnés dans sa morgue. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. 8 militaires FARDC jugés en procédure de flagrance à Kinshasa après le scandale survenu lors de l'arrestation d'une présumée braqueuse le 16 octobre dernier. Ces jours-là, Honorine Porsche, une Allemande d'origine congolaise, a été interpellée après une tentative de braquage à l'agence Eurobank de la place Victoire. Les images de son arrestation ont choqué l'opinion. Parmi les prévenus figurent un colonel, plusieurs capitaines et des soldats des rangs. Ils sont poursuivis pour traitements inhumains et dégradants, violation des consignes, non-dénonciation d'infractions et abstention. Le ministère public a précisé à l'audience de mardi que le commandant du bataillon PEM, le colonel Désiré Moumessa, est poursuivi pour avoir diffusé la vidéo de Honorine Porsche à son arrivée au camp Koukolo. Pour la défense, son client a envoyé la vidéo à sa hiérarchie et ne l'a pas publiée dans les réseaux sociaux. Maître Germain Kalala l'a dit au micro de Cyril Milandou. La consigne qui tire son origine dans les télégrammes dont fait allusion, qui voudra c'est qu'il n'y ait pas de publications ni des bâtiments militaires pendant les zones d'opération. Étant avocat, on se demande, est-ce que le bureau était une zone d'opération? Non. Et nous attendons l'instruction de la Cour qui est en train de se dérouler dans le bon sens et nous espérons que le procès sera équitable. Le colonel, après avoir quitté le lieu de la Robank, là où l'opération s'était déroulée, il s'est rendu dans son bureau. Le caractère confidentiel de sa vidéo qu'il devait faire parvenir à sa hiérarchie était spécifié et il n'y a rien de public pour qu'il y ait violation des consignes comme on le prétend au jour d'aujourd'hui. Et nous sommes en train de poursuivre le champ d'application pour faire voir que non, les observations présentées par les avocats que nous sommes, la Cour nous a promis d'en tenir compte dans le sens de pouvoir nous rendre un procès équitable. Mais nous sommes en train d'insister que cette façon d'être poursuivi de la violation de la consigne s'inscrit lorsque ces derniers auraient filmé et publié. Et la vidéo dont on reproche au colonel ne cadre pas avec la nudité de la dame. C'est la vidéo qui s'est effectuée au bureau en dehors même de la zone opérationnelle. La femme bien habillée et rien du tout. J'espère qu'à ce titre, le colonel peut être auditionné à titre de renseignant pour pouvoir donner des éclaircissements à ces procès. Il faut noter que la prochaine audience est prévue ce mercredi en chambre foraine à la 14e région militaire. 8 militaires sont poursuivis pour atteinte à la pudeur, violation des consignes, abstention coupable, viol et outrage aux bonnes mœurs.
150 militaires FARDC, dont 50 officiers et 100 sous-officiers formés sur le droit international humanitaire et le premier secours en situation de combat. Cette formation intensive de 4 jours à Walikale est une initiative des experts du Comité international de la Croix-Rouge. L'objectif clairement affiché par les organisateurs est de prévenir toute violation du droit international humanitaire et de minimiser les risques de crimes de guerre durant les opérations militaires. D'après le major Dieudonné Kasserika, chargé de communication de la 34e région militaire, cette initiative s'inscrit dans un programme plus vaste. Après Walikale, d'autres unités seront formées dans les localités de Biroué et Kiboua, toujours au sein du même territoire. On l'écoute. 150 militaires de la 34e région ont participé à une formation sur le droit international humanitaire. Parmi eux, il y a 50 officiers et 100 sous-officiers. L'objectif, c'est de réduire au maximum les crimes qui sont commis par les combattants pendant les opérations. C'est la salle de réunion du territoire de Walikale qui a servi de cadre pour cette formation. Après Walikale, la même formation va se passer à Biroué et à Kiboua, toujours dans les territoires de Walikale. On va poursuivre l'actualité avec les juges consulaires des tribunaux de commerce qui sont en grève sèche depuis 5 mois pour réclamer le versement de leur prise en charge pourtant inscrite dans la loi depuis 2023. Ils dénoncent l'inertie de leur autorité de tutelle qui laisse leur démarche pour recouvrer leurs droits lettres mortes. Didier Moukoma, vice-président de l'association des juges consulaires de la RDC, s'exprime sur ces bras de fer qui paralysent l'activité judiciaire. Le ministère de la Justice ne tient pas compte de nos revendications malgré les deux correspondances lui adressées par le président de la République et Madame la Première ministre. Et comme vous le savez, les juges consulaires sont en grève depuis plus de 5 mois et revendiquent le non-prise en charge de leur paye par l'État congolais selon la loi 23/61 de 2023 qui stipule à son article 10 que les juges consulaires doivent être pris en charge par le trésor public. Mais jusqu'à ce jour, malgré tous les efforts que nous avons faits, nous avons demandé des audiences auprès du ministre de la Justice. Jusqu'à ce jour, on ne reçoit même pas. Alors nous sommes tellement déçus et nous demandons quand même que le ministère de la Justice puisse quand même prendre en considération nos revendications, car le tribunal de commerce, c'est un tribunal qui est très important en ce qui concerne le traitement des dossiers des commerçants. Et puis à Bougnan et Tourier, des enfants retrouvent un peu de lumière après l'horreur des groupes armés. Dans cette région touchée par les conflits, de nombreux enfants se retrouvent séparés de leurs familles non accompagnés ou contraints au travail forcé. Grâce au projet UNIR du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, ces enfants bénéficient d'un accompagnement d'urgence pour retrouver leur famille ou intégrer des foyers d'accueil spécialement formés pour les protéger. Genovic Gambo Ambaya, reportage. Nous sommes dans la commune de Mbounia, au milieu de la poussière et du bruit des motos. Une maison en briques de sable accueille depuis plus de 10 ans des enfants arrachés à la violence. Nous y rencontrons Madame Jackson Boulay. Nous accueillons ces enfants depuis 2015 et nous les considérons comme nos propres enfants. Lorsqu'un nouvel enfant arrive, nous n'aimons pas qu'il dorme seul. Nous voulons qu'il soit avec nos enfants afin qu'ils se sentent à l'aise. Nous les traitons comme nos propres enfants. Ces familles choisies par la division des affaires sociales offrent un refuge et un environnement à des enfants qui, pour la plupart, sont sortis des forces des groupes armés, d'autres non accompagnés et des enfants séparés. Entre courage, solidarité, espoir, le projet UNIR vient mettre en lumière la force de ces enfants et l'engagement de ceux qui les accueillent. Ces familles reçoivent quelque chose de l'UNICEF. Androsi Kungana Régine, qui a aussi plus de 10 ans avec sa famille d'accueil, a déjà reçu plus d'une vingtaine d'enfants. UNICEF voulait balisha topatia matela. Un jour balisha topatia carton à savon. Chez l'UNICEF, on nous a déjà fourni des matelas, des cartons de savon et une aide financière en fin de mois, envoyée via le téléphone qu'ils nous ont remis. Nous considérons ces enfants comme les nôtres et leur montrons le chemin de l'église. Sinon, nous ne les cherchons pas. Parfois, ce sont seulement ces organismes qui apparaissent avec eux. À Bunia, au milieu du chaos et de la peur, ces maisons d'accueil montrent que l'espoir peut renaître et que la protection des enfants est possible grâce à la solidarité, au courage et au soutien de l'UNICEF. Genovic Gambo Ambaya. Retour au calme au village Abimva sur la route Arudo-Kowata dans la province du Haut-Télé après les manifestations
Des causeurs artisanaux opposés à leur déguerpissement dans les périmètres de la société Kibali Gold Mine. Bilan aussi véhicule incendié par les manifestants. Le gouvernement provincial qui condamne cet acte appelle la population au calme et au respect de la loi. On écoute son porte-parole Emmanuel Arama. Nous avons enregistré un soulèvement des populations, principalement dans les villages Abinva, c'est la route Aru, Doko, Wacha, dont les exploitants artisanaux qui sont dans les périmètres de la société Kibali Goldman. Il y a des gens qui ont été commissionnés pour aller déguerpir tous les exploitants qui viennent s'ajouter dans les périmètres de Kibali, suivant les instructions du ministre national des Mines pendant son passage dans la province du Haut-Touélé. Il y a les camions de Kibali qui ont été descendus, 6 camions au total. La route a été barricadée. Ici donc, le gouvernement provincial profite d'appeler la population au calme et surtout la responsabilité à la retenue, tout en condamnant cet acte de violence qui normalement ne résolvent pas les problèmes, mais aggrave la situation économique et sécuritaire davantage. Le gouvernement provincial profite aussi de l'occasion pour rassurer la population du Haut-Touélé qu'il va continuer à défendre leurs intérêts, mais aussi il continue à les rappeler que le droit minier est exclusif, le titre minier n'est pas partagé entre des opérateurs miniers. C'est ce que nous observons malheureusement, en complicité avec quelques leaders communautaires et surtout les sujets étrangers, principalement les Sud. Ici, le gouvernement provincial demande aux services attitrés de diligenter les enquêtes pour que les responsabilités soient établies. Après environ 5 ans de fermeture, la route nationale numéro 4, tronçon Eringeti-Komanda, long des 75 km de nouveau praticables. Cette artère vitale avait été désertée par les usagers en raison des incursions répétées des présumés EDF et de leurs alliés, ainsi que son état de délabrement très avancé. Et durant cette longue période, la liaison entre Beni, Butembo, Nord Kivu et Bunia en Ituri passait par un détour de près de 200 km via la route Eringeti-Geti. Malgré la réouverture, les usagers expriment leur rejet du système de convoi et du paiement de frais associés pour ces tronçons. Pour plus de détails, écoutez le vice-président de la société civile du territoire d'Irumu, Soniaou Malangai, propos recueilli par Erickson Luemboe. Pour le moment, les véhicules peuvent passer sans problème. Le problème est que par rapport à nos autorités, surtout de la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, de faire leur bien, de parler avec les chauffeurs le même langage. Les chauffeurs ne veulent pas les convois. Les véhicules passent sans convoi. Ils veulent que la sécurité soit toujours renforcée au bord de la route et qu'ils passent comme ils étaient en train de passer sur la route Eringeti Kaina Machabi, Chabi Walendu Bindi, Beni Biakato Mambasa, Mungamba Komanda pour Punya. Sur ces routes, on a renforcé la sécurité. C'est pour cela qu'ils demandent aussi de renforcer la sécurité sur la route Komanda Luna pour qu'ils commencent à passer sans problème. Et ça fait aujourd'hui presque 4 ans et demi, les véhicules des particuliers ne passent pas sur cette route. Il y avait des gros bourbiers sur cette route, mais aujourd'hui, tout est réhabilité. Et aussi, il y a des entretiens au bord de la route. Le problème est que les chauffeurs sont en train de réclamer pour qu'ils n'aient pas les convois. C'est ça seulement la décision des chauffeurs. Pour le renforcement de la sécurité au bord de la route, même aujourd'hui, ils commencent à passer sur cette route. Top Congo FM est à Mbuji-Mayi, dans le Grand Kasaï, sur la 88.4 FM. Le gouverneur de Maïndombe, visé par une motion de défiance en Kosokevani, est accusé notamment de mauvaise gestion, absence de bilan et détournement de fonds. Les 5 députés signataires parlent notamment de plus d'1 million de dollars payés à la province par la société ERA Congo. Il y a également les financements des différents partenaires et de recettes reçues du gouvernement central. La motion de défiance a été déposée mardi après l'examen d'une question orale avec débat adressée au gouverneur. Un des signataires, les députés provincial Patrick Kalina, déplore l'absence totale d'action à impact visible depuis l'avènement du gouverneur Kosokevani. Il est joint au téléphone par Jonathan Messa. Nous lui reprochons le détournement des fonds, c'est-à-dire de la société ERA, équivalent presque à 1 million 650 000 dollars. Le gouverneur reçoit chaque fois 600 millions à 3 reprises pour le fait de fonctionnement, mais pour ne rien faire dans la province du Maïndombe. Le gouverneur reçoit des financements, entre autres, la Banque mondiale avec PIF. Il y a les recettes locales avec la DGRAN. On est en train d'accroupir la population dans la misère avec la récolte des taxes à tout moment.
mais qui ne profite même pas à la population de Maïndombe et que nous devons voir peut-être la province patauger comme thème. Ça ne fait pas l'honneur de la province du Maïndombe. L'homme du Maïndombe est reconnu par son intégrité, son intelligence. Mais voir comment les Maïndombe sont en train de subir encore le pillage de manière systématique du gouverneur Nkosukevani, moi je pense que nous ne pouvons pas laisser les choses comme telles. Après toute une procédure, une étape de la question orale de débat initiée par un collègue, nous avons constaté par ces réponses noir sur blanc que les gouverneurs ne fait que piller la province pour ne même pas avoir la volonté d'agir en tout état de cause et faire décoller les Maïndombe. Et à Kisangani, $300,000 sur les $1 million décaissés par le gouvernement central pour la réhabilitation du stade Lumumba sont introuvables. C'est une révélation de la commission spéciale de l'Assemblée provinciale de la Chopo dans son rapport à la plénière. L'entreprise Impact Business Company, IBC, censée exécuter les travaux, n'aurait reçu que $773,000 alors que la totalité des fonds avait transité par le gouvernement provincial. La commission dénonce la mauvaise qualité des travaux réalisés par cette entreprise jugée inexpérimentée. Elle recommande la résiliation immédiate du contrat avec IBC et la saisine du procureur général pour une enquête judiciaire. De son côté, le président de IBC, Jacques Mandiongue, député provincial honoraire, nie avoir reçu les fonds publics et affirme que son entreprise préfinançait bien sûr les travaux. Cette affaire surgit en pleine crise politique à quelques heures de l'examen d'une motion de défiance contre le gouverneur. Le développement à la base avec l'amélioration des routes et des dessertes agricoles, l'eau et l'électricité, autant de questions qui ont fait l'objet des échanges entre l'ingénieur Mouchaïl Moutomb, ministre du Développement Rural, et Freddy Chembo, directeur général de l'agence des pilotages, coordination et collaboration signée entre la RDC et ses partenaires privés. Ceci rentre dans les cadres d'orienter le contrat sino-congolais de plus d'$1 milliard américains en francs congolais. Ceci facilitera le développement rural selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. On écoute le directeur général Freddy Chembo au micro de José Ipachi. Et nous avons eu des échanges très fructueux autour du développement à la base parce que en tant qu'agence de pilotage, nous sommes à la coordination du programme sino-congolais et nous sommes aussi à la recherche et dans la gestion des partenariats publics-privés portant au-delà du milliard, $1 milliard ou son équivalent en francs congolais. Ainsi donc, nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le ministre d'État autour des orientations qui ont été données par la haute autorité autour du souci du chef de l'État de voir le développement commencer à la base. Et c'est un ministère incontournable si on veut développer le milieu rural où se trouve d'ailleurs la grande concentration de la population congolaise. Nous avons examiné les questions des routes rurales, des dessertes agricoles pour faciliter les échanges de produits agricoles, les échanges commerciaux. Nous avons examiné la possibilité de cheminer vers des grands partenariats qui peuvent produire dans les milieux ruraux de l'électricité, de l'eau, des silos, faciliter l'agriculture. C'est vraiment une panoplie d'initiatives. Nous prenons l'engagement non seulement d'inscrire dans le cadre du programme sino-congolais pour un premier coup de pouce, mais surtout de chercher des partenariats qui feront sens pour que le milieu rural de notre pays puisse sentir à la base l'engagement du chef de l'État. Théophile Bemba interpellé à son retour au pays après sa participation au conclave de Sauvons la RDC à Nairobi au Kenya. Il a été relâché après 2 heures de détention. L'information est confirmée par Claudel Lubaya. Théophile Bemba s'est vu confisquer son passeport par les services de sécurité. Il y a 48 heures, l'opposant Seth Kekuni avait été arrêté à son tour de ce conclave politique organisé au Kenya par l'ancien président Joseph Kabila. Cette interpellation est intervenue dans un contexte tendu alors que Joseph Kabila fait l'objet d'une condamnation récente par la justice congolaise pour haute trahison, en lien notamment avec des faits de collusion présumés avec des groupes armés dont le M23. Seth Kekuni a été remise en liberté après son audition par les services de sécurité. À Kinshasa, la participation de plusieurs opposants à cette rencontre a suscité des critiques à la majorité au pouvoir, ministres et cadres de l'Union sacrée y voyant une manœuvre de déstabilisation politique. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Le contrôle technique obligatoire à Kinshasa sera bouclé le 3 novembre prochain. La régie des fourrières et de contrôle technique des véhicules de Kinshasa confirme cette échéance après avoir lancé la campagne le 29 septembre dernier. Pour Kajos Mafolo Joseph, directeur général de la RFCK, aucune excuse ne sera acceptée.
Tous les conducteurs de véhicules et motos sont invités à se présenter dans les centres de contrôle technique agréés pour se conformer à la réglementation. Écoutez-les au téléphone de Cécile Gomba. La régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa rappelle l'ensemble de la population quinoise, personnes physiques et morales, notamment les responsables des entreprises publiques et privées, les représentants des ambassades accréditées à Kinshasa, ainsi que les responsables des institutions provinciales et nationales, de bien vouloir soumettre les véhicules au contrôle technique auprès des centres agréés disséminés dans la ville de Kinshasa, étant donné que les contrôles techniques ont un caractère obligatoire. Il s'y est aussi de rappeler l'opinion publique que l'échéance prévue pour ces contrôles est fixée au plus tard samedi 1er novembre 2025. Juste après interviendra les bouclages sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, sans exception aucune. Si c'est la RFCK vous exhorte de ne pas attendre la date butoir, car aucune excuse ne sera tolérée. Les contrôles techniques est obligatoire. Vers une collaboration entre la RFCK et les fourrières privées, après avoir fermé toutes les fourrières privées non reconnues par la ville, l'éditeur général de la RFCK a rencontré les propriétaires pour les identifier et clarifier leur statut juridique. La régie a appelé à tous les acteurs à collaborer dans un esprit de transparence et d'efficacité afin d'offrir un service public conforme aux normes. Elle a également rappelé que toute récidive ou exploitation illégale sera sévèrement sanctionnée. Écoutez tour à tour Lucien Izombo, directeur général de IBNCAR, et Joseph Mafolo Kassindi, directeur général de la RFCK, au micro de Cécile Ngomba. Dans les prochaines semaines, déjà, il y aura un communiqué qui autorisera à ce que toutes les fourrières qui sont automatiquement gérées par la régie recommencer les activités. Vraiment, nous félicitons l'autorité pour cette initiative que nous louons et nous sommes très contents de continuer à accompagner la ville dans les normes cette fois-ci. Nous sommes satisfaits. La raison pour laquelle nous acceptons de faire cette interview, c'est parce que la satisfaction est là. Avant que vous puissiez commencer ce terrain, vous lancez ce terrain, il y aura une grande parade qui sera organisée par la régie pour donner des directives à vos gens comment ils pourraient se comporter sur le terrain pour éviter les désordres, les désastres et tout ce qui peut arriver. En plus de cela, tout véhicule qui travaillera, c'est un véhicule qui est arboré du logo de la région. Ce service existe et ça existera toujours. Mais le mieux serait que nous puissions le faire dans les normes. Un pont entre l'expérience et la relève féminine, c'est l'ambition du programme de mentorat 2024-2025 qui a officiellement pris fin mardi, initié par la Fondation ANCEDEL en partenariat avec le Cercle de leaders juvéniles pour la promotion et la protection sociale. Cette initiative mise sur le dialogue intergénérationnel entre jeunes femmes et anciennes participantes du programme de leadership féminin de la Fondation. À travers ces mentorats, les jeunes bénéficiaires ont pu s'inspirer du parcours de femmes expérimentées, partager des réflexions et renforcer leurs compétences en leadership et en engagement social. La cérémonie de clôture a rassemblé plusieurs personnalités, dont la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Reportage Joël Zima. L'idée était de créer un cadre d'échange qui va aussi renforcer les capacités des jeunes dames formées par celles qui ont eu un parcours inspirant à développer des connaissances de leadership féminin. Jafet Mateta est secrétaire du CLEJUPES. Cette activité visait à clôturer un programme de mentorat que nous avons commencé depuis l'année passée. Le programme consistait à mettre en binôme pour des échanges les femmes leaders qui ont des parcours inspirants d'un côté et puis de l'autre les jeunes femmes qui pour la plupart sortent des universités et qui ont besoin de faire un parcours inspirant elles aussi. L'idée c'était qu'ils échangent un peu pour que les mentors puissent renforcer les capacités des mentorés. Laure Ipansi, mentorée du dit programme de la Fondation ANCEDEL, parle de ce qu'elle a retenu au cours de cette formation d'une année. J'ai appris qu'à partir de cette session régionale de formation, qu'il a été très important d'être outillé sur les questions de leadership féminin et surtout principalement par la question de la participation politique. Cette question était
travaillé avec ma mentor dans lequel j'ai eu à élaborer des projets pour clé JPS de pérenniser le projet pour une cause de développement durable dans la société congolaise. Le souhait est de voir ces jeunes dames formées devenir des actrices principales dans la société congolaise. C'est ce qu'a dit Benita Pungwe, chargée du programme de leadership féminin à la FHS. Donc nous mettons en place le programme pour une durée de 2 à 3 mois, 10 séances intensives. C'est que les mentorés qui ont été formés. Donc après ce programme, on espère vraiment qu'elles deviennent des actrices principales dans la société congolaise, par exemple en formant des ONG, des entreprises, participant dans les processus démocratiques pour qu'elles puissent être des actrices vraiment actives. 20 jeunes dames formées ont reçu des brevets de participation au cours de cette cérémonie. Joël Zima. Et ce Forum mondial du tourisme, les assises se déroulent à Bruxelles en Belgique. C'est le ministre du Tourisme, Didier Mazinga, qui représente le président de la République, Félix Tshisekedi, à ses travaux. Dans son allocution, le nouveau patron de l'industrie touristique en RDC a plaidé pour la redéfinition de ces secteurs porteurs de croissance économique. On l'écoute. Pour ma part, en plein XXIe siècle, la redéfinition du tourisme est captée comme une action ciblant non plus seulement les loisirs, mais un système complexe qui intègre l'hébergement, le transport et autres activités en s'adaptant aux enjeux actuels, notamment le changement climatique, tout en demeurant un vecteur de développement économique, social et de découverte. La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avec la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Zilite Soumoua Toulouka, s'est déjà mise sur les voies de la rénovation du secteur du tourisme. C'est dans ce contexte que lors de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme tenue du 13 au 17 octobre dernier, j'ai, à ma qualité de ministre du Tourisme, appelé les opérateurs du secteur privé et public à intégrer les effets de la mutation du monde sous toutes ses formes, bref, à redéfinir le tourisme. Et dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba poursuit sa visite de travail dans le sud de Bangui. Daniel Mukoko Samba a commencé son travail par le centre de développement intégré Bomanda CDI en sigle. Cet aspect, l'acteur majeur dans la production, distribution du café, et cacao et soya. Dans cette partie du pays, a perdu beaucoup de vitesse dans son apport. Cette structure est également à celle qui accompagne les petites unités agricoles du territoire des Congo, où elle se situe, et aussi d'ailleurs, elle se charge aussi de l'entretien des routes et des sites agricoles. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a visité tour à tour les sièges sociaux de CDI à Bomanda, leur parc à engins, leur entrepôt poulailler, ainsi que l'école mise à la disposition des enfants des agents de ceux du territoire. Après échange avec les responsables de cette entreprise, aux côtés des élus du sud de Bangui, accompagné le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, le directeur général de CDI Bomanda, le père Dominique, s'est satisfait de cette visite et l'attend cependant l'appui du gouvernement central, leur partenaire traditionnel. On l'écoute. Nous sommes honorés par sa présence au milieu de nous. Il nous avait promis l'année passée qu'il passerait. Et aujourd'hui, il est là. C'est vraiment un motif de joie. Le voir venir ici chez nous, ça montre combien il se déploie pour le développement intégral de l'économie sociale. Il est venu, il a vu ce que nous faisons. Il a vu aussi nos limites. Et je voudrais rappeler ici que le gouvernement congolais reste le premier partenaire de CD Bamanda. Nous attendons du gouvernement son appui. Nous sommes bien placés pour résoudre beaucoup de problèmes que lui pouvait le faire. Parce que nous avons la notoriété ici dans le coin. De telle sorte que même pour les routes, les gens pensent que ce sont les routes des CD Bamanda. Quand ça s'abîme, il agresse les CD Bamanda, alors que ce sont des choses qui reviennent à l'État. Et puis alerte sanitaire aux cliniques universitaires de Kinshasa. Près de 80 corps abandonnés à la morgue. On en parle bien sûr au docteur Jean-Robert Makulo, médecin directeur de cliniques universitaires de Kinshasa, lance un cri d'alarme au gouvernement. Il précise qu'il s'agit des corps abandonnés, des bébés nés avec malformation, bébés décédés en période néonatale, des personnes de 3e âge, des patients du CNPP sans soutien familial. Le docteur Makulo affirme que toutes les démarches menées auprès du ministre provincial de la Santé pour l'enterrement de ces corps sont restées sans succès depuis plus d'1 an. En réaction, le ministre provincial de la Santé appelle au calme.
Patricien Gongo Abakazi rassure que le dossier est déjà pris en charge par l'hôtel de ville de Kinshasa. Bientôt tous les corps seront récupérés et enterrés. Le ministre évoque les difficultés logistiques et financières. On l'écoute au micro de Marcel Kitambala. Je comprends la frustration ou l'inquiétude du professeur Dr Makoulou, mais je vais ici lui rassurer que nous sommes en train de planifier les enterrements de tous ces corps des indigents. Et je veux juste vous rappeler, cher Marcel, que dans la ville province de Kinshasa, nous avons plusieurs morgues. Et puis presque toutes les morgues ont de même situation au moment où je vous parle. Nous avons plus de 800 corps des indigents à enterrer. C'est pourquoi j'avais instruit, ayant reçu la lettre de plusieurs structures sanitaires, j'ai directement instruit le DG ou le directeur de la morgue centrale pour qu'il puisse nous faire une liste détaillée des corps dans les différentes morgues pour que nous puissions résoudre ces problèmes une fois pour toutes. Parce que les enterrements se font en vagues. Vous avez dit que par exemple le clinique universitaire c'est 80 corps. Nous avons au niveau de sanatorium plusieurs corps aussi. Je vais rassurer ici tous les médecins directeurs des hôpitaux qui ont des problèmes de ce genre-là, comme le clinique universitaire, que nous avons déjà mis tout le mécanisme pour que nous puissions commencer à enterrer par vague. Mais ils doivent comprendre qu'il y a des processus. Ce sont les enterrements, vous dites des indigents, oui, mais c'est sur le plan légal, il y a plusieurs phases. Très bientôt, nous allons répondre à ces problèmes-là. Nous comprenons leurs difficultés et puis nous travaillons à l'arrache-pied pour que nous résolvons ces problèmes. Patricien Gongo Abakazi, ministre provincial de la Santé de Kinshasa. Elle a produit un film qui met en lumière le travail du prix Nobel de la paix 2018, Dr Mukwege, dans la prise en charge de femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Cynthia Pinet a été reçue par la première ministre Judith Suminwa mardi. Elles ont notamment parlé du film Munganga. Cynthia Pinet s'est dit très honorée par l'audience lui accordée par la première ministre. On l'écoute au micro de Dieu merci, Lusakumonu. Je suis très honorée en effet de cette audience et comme depuis le début que je suis là, en fait, je suis là pour un seul but qui est Munganga, donc ce film qui met en lumière le parcours de Denis Mukwege et la résilience des femmes à l'est de la RDC. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à voir Madame la Première ministre pour voir avec elle comment est-ce qu'on pouvait faire de ce film un outil de paix, de sensibilisation et d'éducation à la fois ici sur le territoire national mais aussi à l'international. Donc c'est une discussion que j'avais déjà eue avec le ministre Mouyaya et que j'ai eu la chance de poursuivre ici avec la Première ministre. Mais écoutez, en fait ce film c'est vraiment un long combat, c'est 10 années de ma vie avec la réalisatrice, puisqu'on a pris connaissance en fait en 2014 du conflit qui se déroulait à l'est de la RDC et on n'en avait aucune idée et on a été choqués en fait de savoir que des femmes étaient violées et servaient comme arme de guerre pour fabriquer nos téléphones portables et c'est vraiment ça en tant que femme, en tant que humaniste, on a vraiment eu envie de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un film. Écoutez, qu'elle puisse le voir. Donc ce sera pas pour tout de suite, ce sera l'année prochaine puisqu'il y a une chaîne des droits qu'on doit respecter. Mais voilà, que la population soit au rendez-vous pour voir ce film et qu'elle s'en empare. Et qu'elle s'en empare comme un outil de paix pour son pays. L'Église est considérée comme une structure de première ligne à Montréal. Elle accueille et accompagne les compatriotes qui, très souvent, ne passent pas des hébergements offerts par le gouvernement. C'est le pasteur Jean-Léon Lunga Djeko qui l'a dit. Il est responsable de l'Assemblée chrétienne du Racheté à Montréal. C'était à l'occasion de la première édition de la semaine du Congo RDC, initiée par le président de la communauté congolaise à Montréal. On écoute Jean-Léon Lunga au micro de Béraud Matanda depuis le Canada. En tant que pasteur, les églises ici constituent ce qu'on appelle des structures de première ligne. Nous accueillons des personnes qui arrivent directement du pays. Il y en a qui viennent même sans passer par les hébergements offerts par le gouvernement. Ils viennent directement à l'église. Ils ne savent même pas
par où commencer. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous les accueillons, nous les accompagnons dans toutes les démarches. Il y en a pour qui on cherche des avocats, il y en a pour qui on cherche l'hébergement, il y en a pour qui on fournit la nourriture, il y en a pour qui on cherche du travail, on accompagne, en dehors de l'évangile que nous prêchons bien sûr, mais le côté social de l'Église fait que nous accompagnons nos compatriotes. Au niveau de l'église, on n'a pas de l'espace pour pouvoir loger les gens sur place. On n'a pas beaucoup de moyens, mais la solidarité chrétienne, et même je dirais fraternelle, et surtout aussi l'inclination vers le patriotisme, fait que le peu de moyens que nous avons, nous essayons de nous les partager avec toutes les personnes qui sont dans les besoins et notamment nos compatriotes lorsque nous entrons en contact avec eux. Malheureusement, je dois déplorer ici le fait que la plupart de nos compatriotes qui arrivent, après l'avoir accompagné, une fois qu'il a ses papiers, il fuit l'église. En tout cas, dans beaucoup de cas. On commence à se poser des questions. Si les gens qui remplissent les églises chez nous au pays, à Kinshasa et même un peu partout ailleurs, s'ils sont réellement convertis ou s'ils vont aux églises seulement pour des besoins autres que la véritable conversion. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Nous prenons brièvement l'actualité au-delà des frontières de la RDC avec vous, Marcel Kitambala. Bonjour. Bonjour Dominique Dinanga. Présidentielle en Côte d'Ivoire. 32 personnes déférées devant le tribunal des flagrants délits d'Abidjan ont été condamnées à 3 ans de prison ferme mardi 21 octobre. Reconnues coupables de troubles à l'ordre public, entre autres, celles-ci se voient reprocher leur participation à une manifestation interdite par les autorités le 11 octobre dernier, à laquelle avait appelé le Front commun, la plateforme qui réunit les partis démocratiques des Côtes d'Ivoire et les partis des peuples africains Côte d'Ivoire. Selon le ministère ivoirien de l'Intérieur, plus de 700 personnes ont été interpellées ces derniers jours. Au Cameroun, la tension est de plus en plus vive dans le pays à 24 heures de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La journée de mardi a été émaillée de plusieurs manifestations dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua, menées par des partisans des candidats Issa et Chuma Bakari, qui s'est autoproclamé vainqueur de ces scrutins. Marcel Kitambala, merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal mis en onde par John Condé. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.